Madame, Monsieur, bonsoir, soyez les bienvenus dans le 19-20. Vos rendez-vous d'information pour l'heure qui vient, c'est d'abord le journal de la région Centre. Il sera suivi de l'édition des locales en cette période de vacances scolaires. Et puis à 19h30, l'information nationale et internationale dont voici le sommaire. La tempête Christian a traversé l'ouest et le nord de la France. Elle a fait une victime à Belle-Île. Le vent a soufflé par endroits à plus de 140 km/h. Au total, 75 000 foyers ont été privés d'électricité. Dans l'édition nationale également, la crise de l'écotaxe et les améliorations promises par le gouvernement. Annoncées pour cet après-midi, elles seront finalement dévoilées demain. Les détails à 19h30. Dans la partie régionale du 19-20, l'amendement voté ce week-end par le Sénat va-t-il ramener la paix à Chambord? Depuis 2005, la commune et l'établissement commercial chargé de la gestion du domaine se livrent une guerre sans merci. 3 sénateurs de la région souhaitent remettre les choses au clair. Explication dans ce journal. Les amateurs de randonnée ont à leur disposition plus de 20 000 km d'itinéraires dans la région. Des chemins balisés que l'on doit à des bénévoles qui installent de quoi vous indiquer la bonne route. Et nous les avons rencontrés. Et puis à Tours, les compagnons boulangers célèbrent celle qui fut en quelque sorte leur nounou, la mère Jacob, qui les inspire encore 150 ans après sa mort. Nous vous raconterons son histoire dans l'édition des locales du centre et ce sera à 19h17. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous pour développer l'actualité du jour en région Centre. Mais avant de revenir en détail sur ces titres, c'était une rumeur. C'est devenu cet après-midi une information confirmée par le club de foot de Châteauroux. La Berrichonne se sépare de son entraîneur. Didier Tolo qui paye les mauvais résultats du début de la saison. Il faut dire qu'après 12 journées de championnat, le club de Ligue 2 est tombé dans les profondeurs du classement à la 18e place. Les précisions de Didier Foyer. Divorce avec consentement mutuel, tel est le résumé du communiqué publié par les dirigeants Castelroussin en milieu d'après-midi. Après discussion samedi et dimanche avec l'entraîneur Didier Tolo, le président Le Seillac a pris une décision dans l'intérêt du club, décision qui a été acceptée et partagée par Didier Tolo de mettre fin à sa mission d'entraîneur. La déroute de la Berrichonne ici en bleu à Nîmes ce vendredi a donc scellé le sort de Didier Tolo. Une défaite 3-1, la 7e en 12 matchs qui fait de Châteauroux la première équipe relégable du championnat de Ligue 2 avec 9 points. Il faut dire que la situation ne s'est pas améliorée depuis la fin de la saison dernière. Un exercice 2012-2013 agité au terme duquel le club a fini à 2 points de la relégation. 2 membres du staff, dont l'adjoint de Didier Tolo, avaient alors été écartés. Mais l'entraîneur n'est pas le seul responsable de ces mauvais résultats. Le club s'est aussi séparé de ses meilleurs joueurs, comme Claudio Beauvu. Aujourd'hui, 40% de l'effectif est issu du centre de formation, un peu tendre pour la Ligue 2. C'est un challenge difficile qui attend désormais Jean-Louis Garcia, nommé aujourd'hui entraîneur de la Berrichonne. On l'a appris quelques minutes avant le début de ce journal. Le maire d'Orléans, Serge Grouard, renonce à son projet d'Arena. Oui, à l'issue d'une rencontre avec la ministre des Sports Valérie Fournéron cet après-midi, Serge Grouard a considéré qu'il ne serait pas responsable de poursuivre le projet. La subvention de 15 millions d'euros prévue avant 2012 ayant été annulée. On y revient dans nos prochaines éditions. On vous parlait en fin de semaine dernière dans l'émission L'enquête au centre de la situation tendue à Chambord. La bataille entre la commune d'une part, l'établissement public qui gère le domaine d'autre part. Dernier rebondissement dans ce feuilleton. Dans la nuit de samedi à dimanche, le Sénat a voté un amendement qui devrait permettre à chacun d'être fixé clairement sur ses prérogatives. Et surtout qui devrait permettre au maire de la commune de Chambord, 137 habitants, de retrouver les siennes. Depuis une loi de 2005, il était pour ainsi dire dépossédé de tous ses pouvoirs, à peine autorisé à utiliser gratuitement les infrastructures de sa propre commune. Les explications d'Amélie Rigodanzo. Ils avaient promis à la municipalité d'intervenir en sa faveur, comme lors de cette réunion des maires ruraux en septembre dernier. C'est désormais chose faite. Jacqueline Gouraud, Jean-Pierre Sueur et Jeannie Lorjou ont fait adopter ce week-end un amendement visant à rendre au village de Chambord ses droits communaux. Font partie du domaine privé de l'État les biens lui appartenant situés sur le territoire de la commune de Chambord, à l'exclusion du château, de ses dépendances attenantes et de son parc. Pour bien comprendre ce qu'implique ce nouveau texte, il faut rappeler les spécificités de Chambord. À gauche, le domaine public avec à sa tête un directeur. Créé en 2005, il regroupe le château, ses dépendances et son parc. À droite, le village de Chambord, lui, fait partie du domaine privé de l'État.
Dans ce village, aucun propriétaire, commerce comme habitant, sont locataires. Il regroupe les biens communaux, les habitations et les commerces. En théorie, les champs d'action de chacun sont donc bien définis, mais cette situation n'est pas clairement retranscrite dans la loi de 2005. Et c'est sur ce flou législatif que s'appuie le Conseil d'État en 2012. Il rend un avis qui stipule que finalement, tout à Chambord appartient au domaine public. Depuis, village et domaine sont en conflit juridique, le premier accusant le second de vouloir l'annexer. Pour la commune, ce texte est donc un grand pas vers une sortie de crise. Adopté en première lecture, il doit encore être adopté à l'Assemblée nationale, puis de nouveau au Sénat. Un amendement co-signé donc par 3 sénateurs de la région, dont Jacqueline Gouraud, sénateur MoDem de Loir-et-Cher, qui est notre invitée ce soir. Bonsoir Jacqueline Gouraud. Bonsoir. Alors c'est une situation qui est quand même vraiment très complexe que celle de Chambord. Pourquoi est-ce qu'il était important pour vous de faire voter cet amendement ? D'abord pour ramener la paix à Chambord, je crois que c'est très important. Et deuxièmement pour clarifier la situation de Chambord, dans la mesure où la loi de 2005 qui a créé l'établissement public industriel et commercial pour gérer Chambord n'a pas précisé suffisamment les limites, je dirais, de l'action de l'EPIC et de la commune. Chacun se marchait sur les pieds en quelque sorte. Absolument. Quels sont les pouvoirs que la commune va pouvoir retrouver ? C'est-à-dire que la commune va retrouver ce que sont ses prérogatives, qui sont les prérogatives de n'importe quelle commune de France. Et pour cela, nous avons redéfini dans cet amendement le domaine public de l'État, c'est-à-dire tout ce qui concerne le château, ses abords, ses dépendances, le parc, c'est-à-dire que ça ne change rien à l'action de l'EPIC, simplement par voie de conséquence, ça permet à la commune d'exister et d'être une commune avec, je dirais, l'exercice de ses propres compétences et l'exercice, je dirais, des libertés locales. Ça ne freine pas tout de même un peu l'établissement public dans son ambition de développer le domaine, de mettre un petit peu la main sur tout ce qui est commerce alentour, comme c'était prévu? Je ne crois pas. Dans un but de développement, encore une fois. Oui, je ne crois pas que ça freine du tout l'EPIC dans sa mission et son développement touristique et culturel, bien évidemment, puisque c'est un patrimoine absolument exceptionnel que nous avons. Et il est vrai qu'il y a des choses à faire, qu'il y a des choses à moderniser, mais on ne peut pas le faire dans le conflit permanent. Je crois qu'au contraire, ceci permettra de clarifier la situation et donc, certes, peut-être de négocier davantage et non pas d'imposer, mais de respecter, au fond, l'existence de la commune et du conseil municipal qui a été élu au suffrage universel. Donc, il n'y a pas, je dirais, de choix. Soit on respecte la commune et on la laisse agir, soit, alors, à ce moment-là, il n'y a de commune que de nom. Et non qu'il faut, à ce moment-là, aller jusqu'au bout du système. Et je crois fortement que cette décision, et j'espère qu'elle sera adoptée par l'Assemblée nationale, et j'espère que les députés de la région et du département de Loir-et-Cher vont prendre la situation à bras-le-corps pour aller jusqu'au bout de cette décision. Voilà, car le processus législatif n'est pas encore terminé. En tout cas, on se tiendra au courant de tout ça. Merci beaucoup, Jacqueline Gouraud, pour toutes ces explications. Restez avec nous encore un petit instant. On parle maintenant de sécurité routière. Encensés par les uns, qualifiés de pompe à fric par les autres, les 4200 radars automatiques répartis sur les routes françaises fêtent aujourd'hui, et oui, leurs 10 ans. 10 ans qui ont vu le comportement des Français au volant s'améliorer et la mortalité routière largement baissée. Alors on va voir ce que ça a changé exactement en région centre. Quelques chiffres avec vous, Amélie. Alors déjà, le nombre de radars installés en région centre qui a plus que doublé entre 2003 et 2013, passant de 70 à 163. Le nombre de tués, lui, a largement baissé en moins de 10 ans, passant de 324 morts sur les routes en 2003 à 213 en 2012. Dernière information, le radar le plus efficace, celui qui flash le plus, c'est le radar de Saint-Avertin sur l'autoroute A10. En 2012, il avait flashé 162 154 fois. Je vous laisse imaginer le nombre de points partis en
enfumé. Merci Amélie. Alors que viennent de tomber les mauvais chiffres du chômage pour le mois de septembre, certains choisissent de devenir leur propre patron en créant par exemple une société. Stéphanie Depierre et Julien Bernier sont allés à la rencontre de deux associés qui ont repris une PME en Eure-et-Loire. Regardez. 48 salariés, 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Sistec est l'un des fleurons de l'Eure-et-Loire en matière d'électronique. Elle travaille pour l'aéronautique, les transports ou le secteur médical. À sa tête, Vincent Fanon, le fils des fondateurs, et Jérôme Botz, son associé. Il y a 2 ans, Vincent Fanon hésitait à prendre la suite de ses parents. Lors des rencontres entrepreneurs de Chartres en octobre 2011, il rencontre Jérôme et ça change tout. Moi j'ai 30 ans, donc je trouvais que c'était un peu tôt et puis qu'effectivement c'était un peu gros. Mais j'avais pas non plus mis le doigt sur le fait qu'un associé pourrait changer la donne. C'est vraiment la rencontre avec Jérôme qui a fait mûrir cette idée-là. On a rapidement eu un espèce de coup de foudre amical et ensuite amical professionnel qui nous a amené à discuter du projet de reprise. Fin 2012, les 2 hommes prennent les rênes de la société. À Vincent, la technique et le développement commercial. À Jérôme, les ressources humaines, l'administratif et le marketing. Aujourd'hui, l'entreprise est en pleine croissance, plus 20% de chiffre d'affaires et 5 personnes embauchées depuis janvier 2013. 1 an après la reprise, aucun regret, Vincent apprécie d'être épaulé. Quand on fait, comme cette année, à peu près 150 000 euros d'investissement, c'est pas mal d'en discuter à 2 pour prendre les décisions. On est complémentaires, on n'a pas le même vécu. Jérôme, il a 10 ans de plus que moi. Donc on s'apporte des choses différentes, mais oui, on échange énormément et c'est rassurant. L'entreprise a été créée en 1991 par Martine et Daniel Fanon. Ils y travaillent encore. Au début, le fondateur voyait d'un mauvais œil l'arrivée d'un associé. Il reconnaît désormais que Jérôme facilite le passage de témoin avec son fils. Je pense qu'avoir marqué cette société, et donc je crois que mon fils veut la marquer. Donc ne demande pas forcément conseil tout le temps à son père, alors que l'associé, lui, va plutôt être à l'inverse. Aller venir me voir et me demander plein de conseils, plutôt attentif et à l'écoute. La pérennité de l'entreprise familiale est assurée. Fin décembre, Daniel Fanon partira donc à la retraite en toute sérénité. Tweet de rue ou comment suivre le quotidien de 5 SDF à l'aide du réseau de microblogging Twitter. C'est le concept qui a été lancé par nos confrères de France Inter il y a 15 jours. Et le principe est simple, des téléphones portables, des smartphones confiés à 5 SDF. Jusqu'au 15 mars, ils vont tweeter leur joie, leur peine ou tout simplement leur humeur du jour. Parmi les 5 hommes, 2 vivent à Bourges, dont Nicolas, 10 ans de rue. Nicolas Chigot et Jean-Philippe Pazzini l'ont rencontré. C'était déjà le SDF le plus médiatique de Bourges avec sa chronique radio. C'est désormais aussi le plus connecté. Muni de son smartphone, Nicolas a 76 tweets à son actif depuis le 17 octobre. En 140 signes, il témoigne de son quotidien et le fait partager à ses 1975 abonnés. On va tweeter donc déjà nos pensées à nous, notre journée, comment elle se passe, mais aussi les pensées des gens dans la rue. Une pensée que quelqu'un va nous dire, qui va nous plaire, tac, on peut la tweeter. Et c'est vraiment pour qu'on puisse expliquer notre quotidien à la rue. Le quotidien, mais aussi des notes humoristiques et des piques à l'adresse des passants qui feignent de l'ignorer. Lutter contre l'indifférence, c'est un des objectifs de cette opération Tweet de rue, initiée par l'association Génération Réactive et relayée par la Fondation Abbé Pierre et France Inter. 5 SDF de Paris, Metz et Bourges ont donc été formés et équipés pour faire partager leur quotidien. Tout le monde peut les suivre, y compris dans la rue où les comptes Facebook et Twitter se multiplient, notamment auprès des jeunes. Et j'ai accepté tout de suite, dans l'idée surtout que ça puisse aider les jeunes qui arrivent derrière. Parce que moi ça fait 10 ans maintenant que je connais le monde de la rue et j'aimerais bien que pour eux ça soit plus facile quand même. C'est le relais local de la Fondation Abbé Pierre qui a proposé à 2 SDF de Bourges de participer et pour le moment le directeur ne regrette pas d'avoir souscrit au projet. C'est primordial, c'est au moins capitaliser les informations des histoires de vie assez douloureuses qu'ils vivent au quotidien et peut-être avoir la capacité, la possibilité enfin d'expliquer par eux-mêmes leur vécu au quotidien, leurs souffrances, leurs galères et aussi parfois les belles choses qui leur arrivent. L'opération dure jusqu'au 15 mars prochain et pourrait être reconduite. Pendant cette période de vacances, voici une idée pour prendre un peu l'air, découvrir les forêts et les paysages de la région en marchant sur les quelques 20 000 kilomètres de chemins balisés.
Et avec de plus en plus d'adeptes, la randonnée pédestre se développe sur les chemins de la région centre et plus particulièrement dans le département du Loiret. Des chemins qu'il faut baliser et ça c'est le rôle de nombreux bénévoles. Reportage Jean-Pierre Brusseau et Didier Collin. Malgré la pluie et le vent, ils sont venus marcher comme tous les dimanches matins. 710 randonneurs ont arpenté les bords de Loire. On a fait 16 km, agréable au bord de Loire. Les votes ici. Mais avant de pratiquer la randonnée, il faut que des groupes de bénévoles préparent le terrain. Alors ce matin, on est en train de faire la signalétique du GR3C, donc qui est un chemin de grande randonnée qui part de Gien et qui va jusqu'à Chambord. Alors on a une charte précise puisqu'on se positionne avec la Fédération française de randonnée pédestre et pour mettre tout en œuvre, c'est assez important parce que il faut aller sur le terrain déjà pour faire le repérage, voir à quel endroit on peut mettre le jalon pour qu'il se voit un peu de tout le monde. 80 baliseurs travaillent sur le département avec le concours d'associations de réinsertion. Quelquefois, ce travail peut aboutir à la création de guides. Ce topo-guide s'appelle de gare en gare. Ce topo-guide, sur le Loiret proprement dit, va avoir 6 circuits. Donc sur le Gâtinais, sur le Giennois, sur le bord de Loire, puisque on va pouvoir longer la Loire jusqu'à Beaugency. Donc ça permet à des gens qui n'ont pas de locomotion de pouvoir le faire par le train. Avec 5000 km de sentiers, le Loiret accueille toujours plus de marcheurs dans ses structures. Il y a 70 clubs et près de 4800 licenciés. On a une petite augmentation d'1% par rapport à l'année dernière. L'année dernière, c'était 2 ou 3% par rapport à l'année d'avant. On est en très légère progression tous les ans. Mais on est parti d'assez loin et avec 4800, on est le premier département de la région centre et au 10e rang national, ce qui est quand même apprécié et appréciable. Tous ces passionnés de nature se retrouveront la semaine prochaine pour une nouvelle balade. Avant que l'on ne se quitte, je vous rappelle cette information qui est tombée quelques minutes à peine avant le début de ce journal, une information de dernière minute. Le maire d'Orléans, Serge Grouard, a annoncé qu'il renonçait à son projet d'Arena à Orléans, une grande salle de spectacle et de sport. Serge Grouard a rencontré cet après-midi la ministre des Sports, Valérie Fournéron. À l'issue de cet entretien, il a considéré qu'il ne serait pas responsable de poursuivre le projet puisque la subvention de 15 millions d'euros qui était prévue avant 2012 a été annulée malgré de nombreux recours. Réaction et explication dès demain dans notre édition de midi. On y reviendra très largement bien sûr. L'information de la région, vous le savez, vous la retrouvez en ligne sur notre site internet centre.france3.fr. Site internet actualisé tout au long de la journée. À suivre en cette période de vacances scolaires, l'information locale en 7 minutes. C'est le journal des locales du centre et pour ça, je vous donne rendez-vous juste après la météo. Ne bougez pas, à tout de suite.